de par l'importance de la question de la transmission du patrimoine, j'ai envie de vous poser la question de la... Comment dire? Est-ce que tout le système clanique concernait-il toutes les couches de la société, ou est-ce que c'est quand même un mode d'organisation qui favorise la transmission au sein de familles dans lesquelles il y a du patrimoine à transmettre? Alors, la question est intéressante. Alors, elle suppose des sources à la fois alors, des sources prises dans l'anthropologie, dans l'histoire et dans le droit. Bon. Ce que les anthropologues nous apprennent, c'est que toutes les sociétés, disons primitives, c'est-à-dire qui fonctionnent sur un mode qui n'est pas encore un mode capitaliste, hein, toutes les sociétés primitives, bien qu'elles aient l'agriculture et bon, fonctionnent sur le mode clanique. C'est-à-dire que le clan, si vous êtes un être vivant, vous appartenez à un clan. Bon. Ce qu'on observe effectivement avec l'apparition disons, des embryons d'États, des premiers États, les premiers empires, c'est un mode de guerre, c'est l'esclavage en fait, c'est l'apparition de l'esclavage. C'est-à-dire que le clan ennemi, on peut l'exterminer et on peut aussi le dissoudre et en faire et l'intégrer sous forme d'esclaves. Bon. Alors il y a effectivement un découpage social, alors pour aller un peu vite, on a à Rome déjà ces deux strates. C'est-à-dire qu'on a la plèbe et le patricien. Et ce qui définit le patricien, c'est un critère très intéressant par rapport au système clanique, c'est de pouvoir nommer ses pairs. C'est-à-dire, ce qui fait le patricien, c'est le fait de pouvoir dire le nom de son père, et de son grand-père, et de son arrière-grand-père. C'est ça le patricien. Le plébien, c'est celui qui ne peut pas nommer ses pères. C'est-à-dire, c'est celui qui n'a pas de famille. Ou alors il a un père, il a une mère, mais il n'a pas réellement de famille. Donc, il est désagrégé. Il est désagrégé. Et alors, il a une place, mais il a une place dans la société. La société qui est organisée, alors, c'est peut-être le début de l'apparition des classes. Il est organisé en classes. Il y a déjà une prolétarisation. Alors, dans les États, ensuite, dans l'histoire de l'Occident, il y a effectivement le phénomène de l'aristocratie. La bourgeoisie aussi est organisée de manière clanique, surtout quand elle aspire, elle aussi, à des titres et à accéder à l'aristocratie. Bon. Mais l'aristocratie, ça, c'est du clan, pur et dur. C'est quasiment, on pourrait dire, sauvage même, comme système. Et encore aujourd'hui, hein, y compris en France. Alors, ce qui se passe dans les sociétés occidentales, médiévales et ensuite modernes, c'est dans certains pays, le phénomène clanique se réduit à une aristocratie. Et ça s'accélère avec l'avancée du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le phénomène de prolétarisation, c'est aussi un phénomène de déstructuration des familles, c'est-à-dire de déstructuration du clan. C'est-à-dire vous n'êtes plus qu'un reproducteur d'enfants, mais qui sont là pour être au service des clans dominants, qui peuvent être très minoritaires. Alors là, je voudrais faire une remarque par rapport à certaines études sociologiques et des études démographiques. Notamment les études qu'ont faites Emmanuel Todd. Lui, il a procédé de manière statistique. Mais quand on prend dans un périmètre donné, par exemple en Russie ou en Angleterre, quand on fait des statistiques familiales, si vous avez une majorité d'êtres qui sont des isolats, enfin qui sont des individus justement, qui sont des prolétaires, et que vous avez une minorité clanique, vous pouvez très bien dire que dans cette société-là, il n'y a plus de clans. On est sorti de la société clanique et on a une société où la famille monogame est devenue le modèle. C'est une illusion parfaite. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est à la façon dont le pouvoir, lui, se structure. Et dans bien des cas, le pouvoir, il est toujours structuré de manière clanique, par le biais de familles qui sont agrégées les unes aux autres, qui forment encore quelque part une tribu, ou plusieurs tribus. Et donc les statistiques ne nous disent rien sur la réalité du clan. Bon. Ceci étant, il y a de nos jours effectivement
sans doute de ce côté-là une accélération, y compris dans les hautes couches sociales, qui fait que, en tout cas en législation, sociologiquement j'en sais trop rien, mais en législation il n'y a plus de place pour un système clanique, ça c'est clair. D'accord, donc le système clanique n'existe plus aujourd'hui. Dans la législation il n'existe plus. Est-ce qu'en réalité on a... Alors moi j'aime bien le terme underground, hein, c'est un peu... Parce qu'on imagine qu'underground c'est plutôt justement la sous-prolétarisation. Mais il y a des modes de défense sociale qui sont parallèles à ceux qui sont officiels. Bon. Que le fait que par exemple le divorce soit permis ne veut pas dire que dans toutes les couches sociales, dans tous les milieux, il soit permis de divorcer. Bon. Le fait que normalement les filles puissent hériter, ça ne signifie pas que dans tous les milieux, les filles soient traitées à l'égal des garçons. Bon. Mais là, le juriste est un petit peu désarmé. On ne peut que se livrer à des espèces de sondages un petit peu... Il y a deux milieux où on observe que, hormis les régions, parce que vous avez des particularités locales. Bon, il est connu qu'en Corse, le clan, c'est quelque chose qui reste très vivant. Bon. Peut-être au Pays Basque également. Enfin, il y a des endroits où le tissu perdure. Bon. Mais sinon, vous avez des milieux, et précisément le milieu. Par exemple, la mafia, elle est organisée sur ce modèle. Et parfois, c'est plus qu'un modèle. C'est-à-dire que ce sont réellement des familles qui peuvent arriver à organiser les affaires. Bon. Et puis, évidemment, vous avez l'aristocratie, ce qui reste de l'aristocratie, et puis dans la haute finance, peut-être dans certains milieux, il y a encore un phénomène familial très fort. Mais disons, dans les couches moyennes, le problème c'est que vous avez une législation, la législation française actuelle, qui est directement dirigée contre le système clanique, au nom du modèle du papa, de la maman hier, et aujourd'hui au nom du mariage pour tous. On sait que l'Église catholique a été parmi les grands promoteurs du couple hétérosexuel et monogamique, hein, sur le modèle d'Adam et Ève. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu quel rôle a joué l'Église catholique ou disons plus largement le christianisme dans l'effritement de cette différenciation des sexes et tout ce processus dont vous parlez dans votre texte? Bon, là, depuis tout à l'heure, enfin, dans mes réponses, j'ai tendance à aller vraiment droit à ce qui pourrait être l'essentiel. Donc, autant continuer. Bon. Vous avez parlé d'Adam et Ève. Bon. En réalité, c'est dans le monothéisme qu'il y a déjà quelque chose qui nous interdit de comprendre le clan. Si vous considérez que l'humanité tout entière descend d'un homme et d'une femme, vous vous privez de la possibilité de réaliser comment les sociétés sont organisées. Qu'on se comprenne bien. Il y a un aspect, il y a une vérité théologique. Je sens que je risque de me mettre à dos tous les fondamentalistes. Il y a une interprétation théologique, mais ce que l'on peut observer et ce que l'on peut imaginer ne correspond pas à un couple humain originel. Bon, ça c'est aussi une découverte du 19e siècle, c'est aussi un choc pour les consciences européennes. C'est Darwin, c'est l'anthropologie, c'est l'histoire, l'humanité ne peut avoir connu comme embryon qu'une forme qui ressemblerait plutôt à une tribu, c'est-à-dire une pluralité de clans. Bon. Alors, si on mélange tout, et qu'on prend des vérités qui sont des vérités sotériologiques, c'est-à-dire qui sont là pour faire le salut de l'individu ou même des groupes entiers, si on prend ces vérités théologiques pour des vérités sociologiques ou anthropologiques ou pour des vérités juridiques,
c'est là que les choses ne peuvent pas, tenir, quoi. Alors effectivement, les théologiens, je parle des occidentaux, la théologie occidentale, par ce modèle biblique d'Adam et Ève, a pu beaucoup travailler à détruire les familles en Occident. Ça, vous avez un anthropologue anglais qui a fait sa réputation sur cette découverte que l'Église catholique, par la promotion du mariage, avait contribué à construire en fait la modernité. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas que les théologiens. Les institutions de l'Église, c'est-à-dire l'Église romaine, a également travaillé à lutter contre les mariages aristocratiques. Bon. Ça, là aussi, il faudrait que les historiens reprennent les choses peut-être sous un autre angle. Les guerres de religion sont nées autour de ces questions-là. Il y avait le phénomène des mariages clandestins. C'est-à-dire que si on suit le texte évangélique, hein, on n'est même pas dans la Bible, on n'est même pas dans la Torah, on est dans l'Évangile, le simple fait pour un homme et une femme de s'unir, d'être ensemble, suffit pour fonder un couple. C'est ce que dit le Christ. Hein. Et du coup, ça a généré tout un phénomène de mariage d'amour, hein, qui allait à l'encontre de la volonté des familles. Parce que vous comprenez que dans un système clanique, le mariage, ça va dans l'ordre familial, c'est la volonté des familles. On ne se marie pas au petit bonheur la chance avec le premier coup de foudre venu. Bon. Donc, effectivement, l'Église a construit les fondements, et ça sur des centaines et des centaines d'années, les fondements du stade auquel nous sommes actuellement. Parce qu'elle a contribué à l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, elle a contribué à couper le couple homme-femme des racines claniques, et ce faisant, elle est aujourd'hui dans une position, alors soit les ecclésiastiques le savent, et alors à ce moment-là, ils sont malhonnêtes, soit c'est inconscient et de leur part c'est grave, mais dans leur façon de jeter les masses catholiques dans les rues pour se dresser contre le mariage homosexuel, il y a quelque chose d'absurde, puisque c'est cette institution-là, avec ces croyances-là, qui est responsable du stade où l'on en est actuellement. Si vous voulez, il est vrai qu'il y a quelque chose de chrétien finalement dans ce mariage homosexuel.